Et donc je travaille sur la reconstruction de données manquantes sur des images satellitaires, donc principalement des images radar, sur la direction de Yajing Yang et Philippe Bollon. Donc ça c'est un peu le sommaire d'aujourd'hui, donc je vais vous présenter le positionnement de mes travaux, du contexte, les développements méthodologiques qu'on a mis en œuvre, et puis l'application à des données réelles qui sont en fait des données issues d'imagerie radar. Alors le contexte. Donc, on est dans le cadre de la mesure de déplacement terrestre. Et pour mesurer les déplacements, on a toute une variété technique qui existe. Donc il y a de l'INSAR, donc c'est de l'interférométrie différentielle. Il y a de l'offset tracking, c'est de la corrélation d'amplitude. On peut aussi faire de la mesure de déplacement avec du GPS, avec de la photogrammétrie. Voilà. Le souci, c'est que sur ces méthodes-là, parfois, on a des trous de données, des données manquantes. En fait, on n'arrive pas à calculer notre déplacement sur Terre. Pourquoi? Parce que soit la technique existante a une limite, soit parce qu'il y a un changement de la surface imagée entre les deux images, qui fait qu'on n'arrive pas, on perd une cohérence entre les deux images. Donc là, j'ai mis juste deux exemples. Donc là, c'est des vitesses sur le glacier d'Argentière, où on a justement on a des données manquantes, on a une perte, en fait on a des pics de similarité qui ne sont pas assez hauts. Moi je vais vous expliquer les détails, mais ce qui fait qu'au lieu d'avoir des données hautement incertaines, on préfère les retirer et donc ça nous crée de la donnée manquante sur le champ de vitesse. Ça c'est une carte de déplacement d'une zone terrestre au Mexique. Où on a aussi une perte de cohérence entre les deux images qui fait que voilà, on a de la donnée manquante. Donc on va travailler sur ce genre d'image. Ça c'est le contexte de la thèse. Plus généralement, dans quel domaine en fait on peut rencontrer ce problème-là des données manquantes? Alors en fait ça s'étend, c'est un problème qui est assez vieux. Là je vais parler juste de l'imagerie, mais voilà, alors ça se rencontre beaucoup en optique. Pourquoi? Parce qu'il y a des nuages. Et quand on observe la Terre au-dessus des nuages, les nuages obstruent notre vision du phénomène observé. Donc là, voilà, on a plein de cas où il y a des nuages. Donc, quand je dis optique, c'est aussi infrarouge, c'est aussi toutes les bandes observables. Ça arrive aussi en GPS, puisque en GPS, on a des données hétérogènes, très souvent. Et donc, on va avoir beaucoup de zones où on va vouloir retrouver nos données, on va devoir faire une sorte d'interpolation spatiale. Et donc ça touche des domaines en géosciences, en océanographie, en sciences de l'atmosphère, végétation, etc. Même en psychologie, quand on répond à un sondage, ou en sociologie, il y a souvent des réponses manquantes. Donc ça c'est un problème de données manquantes. Un autre champ d'application. Quelle méthode? Alors souvent, pour faire face à ce problème-là, on utilise de l'interpolation spatiale. Donc souvent, c'est des méthodes qui sont liées à la régression linéaire, à du triage, à de l'interpolation par les plus proches voisins. Voilà, je vais citer quelques-unes. Et récemment, en imagerie satellitaire, il y a un papier qui est sorti qui traite ça avec des méthodes de deep learning, donc qui traite ce genre d'image-là, voilà, par exemple, avec des images. Donc là, il y a aussi des soucis de satellites, de sensors, de radars, ou d'imageurs qui ont un problème et qui donc ça va nécessiter un post-traitement après. Alors, et en radar, nous on est intéressé en radar, en imagerie radar et en mesure de déplacement. Très souvent en radar et en INSAR, donc ça c'est l'interférométrie différentielle, ce problème n'est peu ou pas traité, c'est-à-dire que soit on fait avec les données existantes et les données manquantes, on les laisse manquantes, soit on effectue une interpolation spatiale, donc, de type triage généralement. Donc, il va y avoir ce besoin d'inclure une information temporelle si on veut récupérer les données non observées, en plus de l'information spatiale, chose qu'on fait avec l'interpolation spatiale. Donc ce qu'on veut faire en fait, c'est une interpolation spatio-temporelle, une reconstruction spatio-temporelle. Et en plus de ça, il va y avoir besoin de travailler avec les spécificités du signal radar. Donc il y a de la physique en dessous, il y a de la physique quand on regarde un champ de déplacement, et donc ça nous amène à formuler un peu cette problématique que j'ai décrite ici.
comment gérer la présence de données manquantes en espace et en temps dans les séries temporelles de mesures de déplacement. Je vous parlais des spécificités des données radar. Donc, quand on regarde les données radar et la donnée manquante, souvent les données manquantes peuvent être aléatoires, mais elles sont aussi corrélées, donc en espace et en temps. Souvent, ça va être des données manquantes qui sont saisonnières, qui vont persister dans le temps. Donc ça, c'est un problème, puisqu'on va presque jamais avoir de données dans ces zones-là. Il faut regarder la complexité du signal de déplacement. Donc généralement, on a un signal qui a une base linéaire et puis après qui oscille avec des dynamiques spatio-temporelles qui peuvent varier suivant les saisons. Donc que ce soit du glacier, du séisme, des déplacements de terrain, là c'est des événements de très haute fréquence par exemple, c'est un peu délicat. Et puis différents types de bruits qui vont être présents dans les images, donc du bruit aléatoire, du bruit corrélé également, donc du bruit corrélé en temps et en espace. Je pense par exemple au bruit atmosphérique. L'objectif, c'est de développer justement une méthode d'interpolation, une ou plusieurs méthodes d'interpolation spatio-temporelle qui est capable de prendre en compte ces trois spécificités. Et pour ça, donc, on se propose premièrement d'implémenter et de mettre en œuvre deux méthodes. Donc, une qui se base sur la décomposition de la matrice de covariance temporelle de notre set de données, et l'autre sur la décomposition de la matrice de covariance spatio-temporelle. La deuxième proposition, et c'est ce qui vient dans ma thèse à présent, c'est de combiner ces résultats d'observation qu'on a en quelque sorte amélioré avec nos méthodes, avec un modèle physique. Donc là, on a choisi le cas d'un modèle d'écoulement glaciaire, donc des déplacements de glaciers, donc pour faire de la combinaison modèle-données. Là, je vais vous parler aujourd'hui de la décomposition de la matrice de covariance temporelle. Donc on a une méthode qui s'appelle EMEOF, qui est basée sur ces 4 points. Donc le premier point, c'est une méthode qui se base sur l'analyse en fonction orthogonale. Donc les données peuvent être représentées sous forme de modes, on appelle les modes EOF. C'est une méthode qui vient de l'analyse en composantes principales, donc on va pouvoir représenter nos données sous forme de composantes principales, et chaque mode va décrire un mode de variabilité spatiale ou temporelle, spatio-temporelle. Ensuite, cette méthode est basée sur la décomposition de la matrice de covariance temporelle de nos données. Donc on va avoir une grande matrice où on met toutes nos données. Donc chaque colonne va être une image par exemple. On va former notre matrice de covariance et qu'on va venir décomposer ensuite. Seule une partie des modes va être nécessaire à la reconstruction de nos données. Et en fait, pour qu'il y ait interpolation, il faut qu'on initialise nos données manquantes d'abord. Si on n'initialise pas nos données manquantes, en fait, on va estimer une matrice de covariance temporelle avec des données manquantes, donc incomplètes. Et ça, c'est pas vraiment le champ de cette thèse. Il y a des travaux en ce moment en signal image. Et d'ailleurs, je pense à Guillaume, parce que peut-être qu'on aura l'occasion de travailler avec ça là-dessus. Et donc, on utilise le principe de l'algorithme EM, donc Expectation Maximization. Donc, je dis bien le principe, on n'utilise pas l'algorithme EM ici. Donc la première étape, c'est qu'on va estimer nos données manquantes par leur valeur espérée, donc de manière itérative. Et la deuxième étape, on va venir minimiser une erreur de reconstruction entre les données initiales et les données reconstruites, jusqu'à convergence de l'algorithme. Donc ça serait l'équivalent de l'étape maximisation de l'EM. Comment est-ce qu'on minimise, et qu'est-ce qu'on minimise en fait? C'est notre métrique de validation, donc ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne de validation croisée. Donc on prend des données dans notre champ initial, dans notre champ de déplacement initial où il y a des données manquantes. Donc on crée des données manquantes en fait, on les met de côté, et puis quand on reconstruit et on va venir comparer notre reconstruction à ce set de données qui est mis de côté. Donc avec une RMSE somme classique comme ça. Et donc c'est cette fonction E qu'on va venir minimiser après, avec un paramètre clé qui est le nombre optimal de modes EOF. Donc voilà, donc la méthode se passe en deux étapes. On initialise nos données manquantes, on fait notre première estimation du nombre M, du nombre de modes. On pourrait s'arrêter ici en fait, d'accord? On pourrait s'arrêter ici puisque là on a déjà notre nombre optimal M, mais empiriquement on s'est rendu compte que une mise à jour des données n'était pas de trop et rajouter une meilleure estimation. Donc avec un nombre de modes constant, on va venir itérer sur les données manquantes et on a une sorte de mise à jour, une sorte de raffinage de nos données manquantes. Voilà. Alors, on va faire des tests d'abord avant
d'appliquer ça sur des données réelles, hein, donc des images radar. Donc ça, c'est nos champs de déplacement qu'on simule. Donc c'est une base linéaire et puis des sinusoïdes d'Écosse de divers ordres. Donc un ordre égale un mode de variation, on peut dire ça comme ça, avec différentes fréquences. Hein. On va simuler différents types de bruits, donc des bruits aléatoires, des bruits corrélés en temps et en espace, chose qu'on peut rencontrer sur des champs de déplacement issus du radar. On va simuler des données manquantes, évidemment, donc aléatoires et corrélées. Donc, quand je dis corrélées, c'est saisonnière, hein, par exemple, qui peuvent s'étendre sur un été, sur un hiver, toujours au même endroit. Et donc avec différents rapports signés sur bruit et différentes données manquantes, jusqu'à 80% de données manquantes. Donc ça, c'est nos champs qu'on a simulés. Donc tout à gauche ici, c'est nos champs simulés. Ça, c'est notre champ, on a rajouté du bruit et de la donnée manquante. Et ça, c'est notre champ reconstruit donc, avec notre méthode EMOF. Le résidu, donc ça moins ça, donc la reconstruction moins le champ perturbé et le bruit. Donc ce qu'on voit, c'est que le résidu est assez proche du bruit généralement. Bon, ça confirme qu'on a une reconstruction qui, qui respecte un peu la dynamique spatio-temporelle du signal initial. Et quand on trace justement notre erreur EK, on cherche à minimiser, là, donc on a un minimum global qui intervient à l'ordre du signal. Donc ça, c'est pour un signal du 4e ordre. On se rend compte qu'il faut prendre 4 modes EOF. Ça paraît logique, mais en tout cas, ça confirme qu'on ne fait pas n'importe quoi là-dessus. Je vais vous présenter quelques cartes d'erreur. Donc on a ici le nombre de données manquantes, le rapport signal sur bruit. Donc faible rapport signal sur bruit égale beaucoup de bruit. Et donc en fait ces courbes-là, elles peuvent nous dire une seule chose, c'est qu'on est beaucoup plus dépendant du bruit que des données manquantes. On peut avoir 80% de données manquantes sur notre set de données et ça va moins affecter le résultat que si on a un signal très bruité, donc un rapport signal sur bruit de l'ordre de 1 par exemple, ou moins de 1. Voilà, c'est un peu la chose qu'il faut dire là-dessus. Et la valeur d'initialisation, j'en parlais, va jouer son importance, la valeur d'initialisation de nos données non observées. Donc généralement, on va initialiser par la moyenne. En fait, elle va avoir un rôle sur le temps de convergence de l'algorithme. On peut initialiser, voilà, ce qui est logique. Nous, on peut initialiser par 1 million, on l'a déjà fait, bon, ça met plus de temps, mais à la fin, on a un résultat qui est identique. On passe à l'application de données réelles assez rapidement. Alors on ne voit pas très bien, mais il y a 3 zones d'intérêt. Donc on va s'intéresser à des zones à des glaciers dans les Alpes, à des cartes de déplacement. Donc un glacier en Suisse qui est le Gorner, dans le Valais, un glacier italien qui est le glacier du Miage, dans le massif du Mont Blanc, et le glacier d'Argentière qui est en France, ici, les Chamonix. Donc, pour le glacier du Gorner, donc on a ces cartes de déplacement qu'on obtient après un calcul de déplacement par interférométrie différentielle. Et on a ces données manquantes qu'on voit un peu partout là, qui sont créées généralement par une perte de cohérence de la méthode. Donc, différence entre les surfaces imagées entre les deux temps. Donc ça, c'est notre reconstruction. Alors, le code couleur fait qu'on voit pas grand-chose, je suis un peu désolé. En tout cas, il faut souligner que donc ça c'est le résidu. Le résidu il est centré en 0. On a quelques résidus forts près des bords. Ça peut être dû à cause de la zone de transition entre la roche et la glace, qui est difficile à observer, à monitorer. Voilà, les motifs de déplacement sont cohérents avec ce qu'on attendrait. Et on reconstruit aussi des interférogrammes manquants, donc on peut augmenter la taille effective de notre SAV temporel. Donc il n'y a pas de résidu évidemment, puisqu'il n'y a pas de données initiales. Le glacier du Miage, du coup, à peu près le même commentaire que précédemment. Ici, simplement, on peut noter que sur le résidu, on a des hétérogénéités, une discontinuité, donc qui due ici à un saut de phase, donc qui lui-même dû à une perte de cohérence. Donc c'est un peu toujours le même problème, hein, c'est la perte de cohérence qui va affecter la qualité de nos données. Ce saut de phase, on ne le retrouve pas dans notre reconstruction. En fait, c'est un événement assez haute fréquence. On s'attend à ça, hein, puisqu'on est sur une reconstruction en fonction orthogonale. En fait, ce qu'on fait, c'est aussi du filtrage. Hein, donc, en prenant un nombre de modes restreint, donc là, on a besoin de 2 modes. Voilà, on filtre également des événements de fréquence.
voilà, on peut dire qu'on détecte, on peut corriger ces irrégularités. On ne veut pas, en fait, c'est pas du signal de déplacement ici, c'est pas des choses qu'on veut dans nos données reconstruites. Le glacier d'Argentière, alors là on voit pas grand chose. Sur ce set de données, donc en fait c'est un peu un cas limite de notre méthode. Alors tout ça, ce que je vous présente tout à l'heure, c'est en géométrie radar, donc c'est tout inversé. Pas rentrer dans les détails pourquoi, mais bon. Le glacier d'Argentière, donc on a un set de données où on a des données manquantes qui sont très persistantes en espace et en temps, et on a un rapport signal-survie qui est très très faible. Quand on trace notre courbe d'erreur, on voit que en fait, le minimum est atteint pour le nombre de modes maximal. Donc en fait, si on prend 65 modes, c'est-à-dire le nombre d'images pour reconstruire notre signal, on retombe sur le signal initial. Donc évidemment, on ne prend pas 65 modes, on a pris 9 modes qui est un minimum local ici, et donc c'est ce qu'on a ici. On a des motifs de déplacement qui sont en accord global. Le problème avec les données initiales, le problème c'est que c'est tellement bruité et on a des données manquantes qui sont tellement persistantes qu'on ne sait même pas si au départ on observe du champ de déplacement ou on reconstruit du champ de déplacement. C'est très mélangé. Donc voilà, on a ce cas-là qui est délicat et la séparation entre le signal qu'on voudrait et le bruit est très délicate ici. Alors, désolé pour ce tableau, mais en gros, il faut juste dire ça. Donc ça, c'est des résidus, en fait, juste pour vous montrer qu'on a des moyennes de résidus qui sont centrées en 0 et des écarts-types qui sont de l'ordre, voire moins, qui sont inférieurs à la précision du déplacement. Donc, les résidus entre les données reconstruites et les données initiales, pour apporter un peu de chiffres. Alors, on va, justement, pour essayer de mieux comprendre ce phénomène, enfin je vous parlais des hétérogénéités qu'on peut observer dans notre signal, ces événements haute fréquence qui sont donc, les sauts de phase, la perte de cohérence. On va chercher à... Donc, ça peut représenter une limite de la méthode de EMOF, c'est quelque chose qui n'est pas toujours pris en compte, notamment voilà, quand on choisit un nombre de modes, on fait un filtrage, voilà, on va se débarrasser de ces événements-là. Et parfois il se trouve qu'ils peuvent être intéressants. On peut avoir des changements très brusques de valeur. Alors en glacier peut-être un peu moins, mais en tout cas si on regarde des déplacements de terrain, si on regarde des séismes, des choses comme ça, ce sont des événements de fréquence. Donc en fait on va chercher à étendre notre méthode en utilisant une matrice non pas de covariance temporelle, mais une matrice spatio-temporelle, covariance spatio-temporelle. Donc on va inclure un délai spatial dans nos données, un délai spatial M. Je ne rentre pas dans les détails de la constitution de la matrice, mais on a des premiers résultats qui sont encourageants, ça nous pousse à aller dans cette direction. Et par contre, ça nécessite cette connaissance justement de la paramétrisation du délai. Parce que quand on parle de délai spatial, on parle forcément de corrélation dans l'image. En fait, c'est tout l'intérêt de ce délai spatial, c'est de prendre des structures dans nos images qui sont corrélées les unes aux autres et d'ajouter cette information dans la matrice de covariance. Pour conclure, en 5 points, je vais parler de 4. On a développé des méthodes d'interpolation spatio-temporelle, donc avec des cas complexes, un interprétogramme manquant, des discontinuités, etc. On a des résultats qui sont satisfaisants et assez prometteurs sur les glaciers alpins. Il existe une marge de progression, donc sur le cas du glacier d'Argentière par exemple, on a des données qui sont, on pense, de qualité assez médiocre. Et en plus de ça, on a aussi des séries temporelles qui représentent un petit volume de données. Donc évidemment, plus on a d'images, plus on attend de se satisfaire de la méthode. Et puis on est en train d'étendre cette méthode avec un délai spatial au sein de la matrice de données. Donc le bilan à T0 plus 20, puisqu'on y est à peu près. Donc voilà, on a une soumission à un papier revue, et puis d'autres choses, un papier conférence. Donc en perspective, j'ai mis court, moyen, long terme. J'arrive en 3e année de thèse, donc il y a beaucoup de moyen terme et très peu de long terme. Le long terme, c'est la rédaction de la thèse en fait, et puis d'un article, si ça se passe bien. Et puis en court terme, du coup, je vous parlais de cette extension de la méthode avec ce fameux délai spatial. Et en moyen terme, alors là, il y a pas mal de projets. Donc il y a cette comparaison des données reconstruites avec des données issues d'un modèle physique.
donc du glacier d'Argentière. On a choisi le glacier d'Argentière. Ensuite, on aimerait travailler avec des interprogrammes non déroulés. Donc là, on travaillerait en complexe et non pas en réel, donc avant le déroulement de phase pour les radaristes. Et puis après, on a pas mal de données sur lesquelles on pourrait travailler. Donc, des images optiques sur la mer de glace, c'est un autre glacier dans les Alpes. Et puis des séismes lents au Mexique, qui sont des données à ISTER, dans un laboratoire à Grenoble, sur lesquels il y a pas mal de problèmes de perte de cohérence, parce que c'est un déplacement très lent, et donc ça nous intéresse. Et puis il y a l'estimation de la reprise de cohérence incomplète, voilà, avec Guillaume. Je vous remercie. Voilà, j'ai mis des références, si vous voulez. Présentation très intéressante. J'ai plusieurs questions, d'une part sur les questions de terminologie et sur les questions plus prospectives. Au niveau de la terminologie, finalement, de la transformée que tu calcules, c'est pas la PCA, c'est la Caroline Love. Oui. Donc c'est la version discrète de la Caroline Love, puisque tu es sur des matrices de déplacement. La question que je me pose, c'est est-ce que on ne pourrait pas regarder, parce que le calcul de ta matrice de covariance, elle est à peu près de quelle taille? Et bien, de la taille du nombre d'images. C'est le nombre d'images ou c'est relatif au nombre de pixels? Relatif au nombre d'images. Alors, c'est le calcul de chacun des termes. Si on prend la matrice de cohérence temporelle, on a n fois n, n étant le nombre d'images. Si c'est spatio-temporel, oui, on va avoir n fois le délai. Parce qu'on a ce délai qui est inclus dans notre matrice. C'est pas une fois le nombre de pixels parce que tu es en spatio? Non, c'est n fois n. Mais je peux te montrer comment je construis cette matrice. C'est des blocs. C'est-à-dire qu'on avait, il y a quelques années de ça, j'ai travaillé sur un problème assez similaire en détection d'anomalies distribuées. Donc on a plusieurs vues d'un seul événement, qui sont faites par des projections, comme ça. Et derrière, on veut faire cette détection d'anomalies distribuées, donc on a aussi des données manquantes. Et on avait réduit la complexité du problème en regardant ça comme un problème de calcul de Caroline-Love distribué. Parce que la Caroline-Love, tu peux l'avoir de façon centralisée, mais tu peux aussi l'avoir de façon distribuée, où tu ne fais qu'échanger les données utiles au calcul de la covariance d'une image à l'autre. Un peu comme si, en traitement d'image, tu regardais les deltas seulement, plutôt que regarder la totalité de la différence de deux images. Donc je me pose la question de la pertinence de ces approches de qualité distribuée à ça. Et là aussi, en allant un peu plus sur la généralisation de ce que tu fais, pour l'instant tu as un contexte applicatif qui est un contexte de suivi glacier. Mais je me pose la question de savoir si ces méthodes-là ne sont pas utiles pour toute une série d'autres problématiques de capteurs distribués, d'images où tu as plusieurs caméras en même temps, et donc en quelque sorte c'est pas de l'interférométrie parce que tu n'utilises pas des méthodes d'interférométrie, mais tu regardes comment plusieurs images se combinent et comment une image peut améliorer l'estimation des autres. Dans des cas où tu aurais des images manquantes. On aurait des images manquantes, on aurait du bruit, parce que comme tu le dis, c'est pas la partie manquante qui est importante, il y a tellement de corrélations spatiales dans tes données, que finalement l'interpolation simple, elle réussit à avoir une bonne approximation de tes données manquantes. Par contre, c'est le bruit qui est le principal élément, et là effectivement tu as un bénéfice important à faire de la fusion, c'est ce que tu fais in fine. Donc, des choses à voir et important. Merci. Pour d'autres thèses.
D'autres questions? J'ai une petite question. Pour les modèles que tu as choisis pour les déplacements, ils sont parce que j'ai vu qu'ils sont modèles très harmoniques. Ouais, ce ne sont pas de la littérature. Tu as fait des assumptions Alors, il y a une hypothèse, c'est que le champ de déplacement contient une base linéaire. C'est une base qui est en fait une sorte de moyenne qui peut être représentée par ce premier élément-là. Après, ce qu'on ajoute, c'est des composantes oscillatoires. Et donc en fait, ce qu'on simule, c'est pas un champ de déplacement. Il n'y a pas de physique du déplacement derrière. D'ailleurs, quand on voit, il y a peu de champs de déplacement qui ressemblent réellement à ça. Mais en tout cas, c'est plus pour simuler la dynamique spatio-temporelle voilà, oscillatoire avec des basses, des moyennes, des fréquences. Alors, il y a dans la littérature, justement, en parcourant un peu ce genre d'études, on va dire, c'est assez fréquent de simuler des champs comme ça, des sommes de produits sinusoïdaux. Mais alors, tu penses que tu peux utiliser des composantes en fréquence pour peut-être améliorer ta performance? Si je peux l'utiliser? Ici, tu vas utiliser des composantes en fréquence spatiale. C'est vrai? Ce sont des composantes des fréquences spatiales. Si tu vas. Spatiales? Des fréquences. Des fréquences, pardon. You can say it in English if you want. Okay. Sorry, I just. Okay, I'll try in English. Sorry. These are nothing but special frequencies, right? Because Special frequencies. you're simulating a. So my idea is, do you think that if this kind of simulation are, let's say, pretty well simulating the real the displacement field, do you think that working on the frequency domain, special frequency domain, can give you some performance improvements with your Like Fourier analysis decomposition? I mean, there are other methods, obviously, based on Fourier decomposition, based on wavelet decomposition in the spectral domain. Okay. And that's something I've thought about, but yeah, sure, Okay. I'm sure there. Okay. Okay. Thank you. Dernière question? Tu nous as dit qu'il y a différentes méthodes, du coup, est-ce que tu as pu te comparer quantitativement sur des bases de données peut-être connues de la littérature Non, alors. pour mesurer ton approche Non, alors. On n'a pas de comparaison, par exemple, avec l'interpolation spatiale, purement spatiale. On pourrait appliquer un triage et comparer. Tu comptes le faire ou pas? Si on me le demande. Non, mais oui, en soi c'est quelque chose, depuis le début, il faut le faire. Ouais, c'est depuis le début. En fait, au début, quand on a commencé à faire l'interpolation, je voulais faire un triage. Histoire d'avoir un petit peu de comparaison. Là, on a soumis notre papier. Si c'est demandé, je m'attends à ce qu'on me demande. On s'attend à ce qu'on me demande. Donc, oui. Okay. Let's go.